Ils préfèrent donc formuler des exigences comme ils le font en Europe, plutôt que de réformer le Conseil de sécurité ou la Charte. Et c'est là le problème. C'est le deux poids, deux mesures et l'hypocrisie de l'Europe. Je veux dire, nous nous souvenons de l'invasion du Kosovo, n'est-ce pas? La Serbie. Ils n'étaient pas membres de l'OTAN. L'OTAN n'avait aucune raison d'y être. Et ils ont simplement assumé des fonctions qui auraient dû être gérées par le Conseil de sécurité. Et c'était illégal, très illégal, et il s'est rien passé. Même pas des excuses. Non, il s'est rien passé. Le problème ici, c'est que nous ne regardons pas les causes profondes. Bonjour à tous, ici Pascal des études sur la neutralité, et aujourd'hui je m'entretiens avec Roberto Zamora, avocat international et militant pour la paix, qui en 2004 a réussi à contraindre son pays natal, le Costa Rica neutre, à se retirer de la soi-disant coalition des volontaires, qui à l'époque a attaqué puis occupé l'Irak. C'est ce sujet, ainsi que la politique de l'Amérique centrale, que nous souhaitons aborder aujourd'hui. Alors Roberto, bienvenue. Pascal, merci beaucoup pour cette opportunité d'être ici et de discuter d'un sujet aussi intéressant aujourd'hui. Merci. Non merci, car c'est vous qui m'avez contacté et m'avez envoyé votre mémoire de master dans lequel vous analysiez la neutralité du Costa Rica. Et dans ce contexte, vous m'avez également fait savoir que c'est vous qui, il y a 20 ans, avez intenté un procès qui a finalement obligé le Costa Rica à se retirer de la coalition des volontaires. Pouvez-vous nous raconter l'histoire du Costa Rica? Comment il en est venu à rejoindre cette coalition et comment vous l'en avez fait sortir? Bien sûr, c'est pas vraiment une longue histoire. Il est, je crois, bien connu dans la communauté internationale que le Costa Rica maintient une politique de neutralité depuis très longtemps et que cette politique de neutralité a été exprimée par une déclaration unilatérale en vertu du droit international en 1983, lorsque le président Monge, sous la pression des Américains, a décidé d'échapper aux guerres de la guerre froide, en particulier celle du Nicaragua, en déclarant le Costa Rica neutre. Heureusement, aujourd'hui, les faits sont connus et l'histoire a été réécrite. Donc nous savons ce qui s'est passé et quelles étaient les motivations qui ont poussé les États-Unis et le Royaume-Uni à créer une coalition des volontaires pour envahir l'Irak. Parce que cette intervention ou invasion de l'Irak n'avait aucun fondement en droit international. Ils ont essayé de trouver d'autres moyens de légitimer cette invasion, et cela consistait essentiellement à obtenir le soutien d'un groupe d'États très disparates. Si vous regardez la liste des membres de cette coalition des volontaires, et il faut se rappeler, car une question qu'on me pose souvent lorsque je parle de ce sujet, qu'apportait le Costa Rica à la coalition des volontaires et à l'invasion de l'Irak alors que nous n'avons pas d'armée? Parce que vous avez supprimé votre armée en 48-49, n'est-ce pas? 48, c'est exact. Et nous n'apportions pas la puissance militaire. Nous étions censés apporter la puissance morale, n'est-ce pas? Peut-être vous souvenez-vous qu'au tout début, dans les premiers discours de Bush sur la guerre, il disait qu'il s'agissait d'une guerre pour la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Et si vous pensez à n'importe quel pays dans le monde qui peut s'exprimer avec une certaine autorité morale sur la paix, la démocratie et les droits de l'homme, vous voulez que le Costa Rica figure sur votre liste. Car en effet, le Costa Rica est l'un des rares pays qui peut parler avec autorité de paix, de démocratie et de droits de l'homme. Voilà pourquoi les États-Unis voulaient que le Costa Rica soit sur la liste. Pourquoi les États-Unis ont utilisé leur mécanisme habituel pour faire pression sur le gouvernement afin d'obtenir ce soutien. Ce qui est, très probablement, la suppression de l'aide. Et à l'époque,
Au moment même où la coalition des volontaires a commencé son invasion, le président Pacheco a décidé d'apporter publiquement, au nom du Costa Rica, son soutien à la coalition des volontaires. J'entamais ma 3e année de droit. Je veux dire, la nouvelle a été très mal reçue dans le pays. Je veux dire, 89,2% de la population était contre la décision. Je n'ai jamais vu un sondage aussi tranché, avec 89,2% de la population rejetant une décision. Et j'étais très en colère. Et vous savez, il m'est venu à l'esprit, eh bien, nous sommes étudiants en droit, essayons quelque chose. Et finalement, personne ne voulait rien faire. Alors j'ai décidé d'essayer tout seul. Le système juridique du Costa Rica est très accueillant, si je puis dire, pour les questions constitutionnelles. Je veux dire, il est très facile d'accéder à la Cour suprême pour discuter de questions de constitutionnalité. Par exemple, je n'avais pas besoin d'un avocat. Il me suffisait de faire authentifier ma signature par quelqu'un et de payer 30 centimes de dollars. Et c'était tout. J'ai donc décidé de tenter ma chance. J'ai choisi de contester le soutien accordé à la coalition des volontaires, en invoquant plusieurs violations du droit international, y compris une violation spécifique de la déclaration de neutralité. Désolé, juste pour être clair, votre argument reposait sur le fait que le Costa Rica ne respectait pas ses propres obligations internationales, n'est-ce pas? C'est l'argument que vous avez présenté et soumis à votre Cour suprême au Costa Rica. Correct. Ainsi, l'article 7 de la Constitution du Costa Rica établit que le Costa Rica est lié par le droit international. En fait, le Costa Rica possède un système juridique entièrement moniste, ce qui signifie que nous ne faisons pas de distinction entre le droit interne et le droit international. Une fois que le droit international a été établi et approuvé par le Congrès, il devient partie intégrante du système juridique national. Ici, au Costa Rica, vous pouvez saisir la Cour et invoquer directement des violations des règlements internationaux, car la Constitution le prévoit. Donc il y avait de nombreux arguments. J'ai plaidé la violation du droit à l'autodétermination du peuple irakien. J'en ai invoqué plusieurs, mais la Cour a décidé de ne pas les examiner, de les laisser de côté et de se concentrer uniquement sur ceux qui constituaient une violation. Ainsi, la Cour a déclaré que le soutien était inconstitutionnel pour 3 raisons principales. La première était la plus évidente, la violation de la déclaration de neutralité. Corrigez-moi si je me trompe, mais dans l'affaire des essais nucléaires, la Cour internationale de justice, en reconnaissant la valeur juridique des actes unilatéraux, a affirmé que les actes unilatéraux sont normalement très spécifiques. Et dans leur contenu, vous savez que ces obligations unilatérales sont très précises dans la manière dont elles sont formulées et rédigées, ainsi que dans la façon dont le pays est ensuite considéré comme lié. Ainsi, la déclaration de neutralité du Costa Rica est un magnifique document de 7 pages. Dans l'une de ces clauses, il est indiqué qu'il ne doit apporter aucun soutien d'aucune sorte et qu'il ne doit donc pas être impliqué, en réalité ou en apparence, dans un conflit d'autrui. La neutralité du Costa Rica doit donc être si stricte qu'il ne doit même jamais donner l'impression de prendre parti dans un conflit d'autrui. Et c'est là que la violation de la neutralité du Costa Rica s'est produite. Et ici, pour que tout le monde comprenne bien, il est important de savoir que le document de 7 pages est celui de 1983, dans lequel le Costa Rica a déclaré et annoncé au monde « À partir d'aujourd'hui, voici notre politique ». Et le Costa Rica considère cela comme un engagement envers lui-même. C'est pourquoi il s'agit d'un acte unilatéral, n'est-ce pas? Cela ne dépend pas de la reconnaissance des autres États. Le Costa Rica dit « Voici ma position » et elle est valable et contraignante pour moi-même. Et vous les avez interpellés à ce sujet en disant
Nous exigeons que vous respectiez vos propres règles. We demand that you stick to your own rules. Oui, c'était en quelque sorte le sujet central de mon mémoire de master. Déterminer s'il existait des fondements en droit international pour qu'une telle chose se produise. Et j'ai été vraiment étonné par les découvertes concernant le nombre de fondements en droit international qu'une déclaration de neutralité comme celle qu'a émise le Costa Rica possède. Ainsi, la première violation concernait l'obligation de neutralité. La deuxième violation découle de la première, car il s'agit d'une violation de l'obligation de respecter les engagements internationaux. La troisième résulte du fait que la Cour a déclaré que le Costa Rica ne peut soutenir aucune action entreprise en dehors du cadre et du contrôle du Conseil de sécurité. Ainsi, puisque l'invasion de l'Irak n'avait pas été autorisée par la résolution 1441, le Costa Rica ne pouvait pas soutenir cette action sans violer ses obligations en vertu de la charte. La Cour a donc conclu qu'en soutenant la coalition de volontaires, le Costa Rica avait enfreint la charte elle-même. C'est magnifique, car cela signifie que la Cour suprême du Costa Rica a estimé que tout pays ayant adhéré à la Charte des Nations Unies était en infraction. Je veux dire, ce serait une conséquence logique. Mes félicitations à votre Cour suprême. C'est une Cour suprême fantastique. Oui, c'est vrai, c'était une Cour suprême fantastique. Et oui, je veux dire, maintenant que je suis plus âgé et que j'ai étudié la question beaucoup plus en profondeur, j'aurais aimé que la Cour, elle n'est pas composée d'experts en droit international. En fait, c'était une affaire très très rare, parce que elle traite normalement de questions de constitutionnalité qui ne sont pas fondées sur le droit international, n'est-ce pas? Mais au moins, et puis la Cour a fait quelque chose, à savoir que nous avons un système constitutionnel mixte. C'est une constitution écrite, mais nous avons aussi une constitution non écrite, n'est-ce pas? Et cette constitution écrite évolue à travers les arrêts de la Cour suprême constitutionnelle. La Cour a dit que la déclaration de neutralité ou les obligations de neutralité doivent être comprises comme faisant partie du système constitutionnel non écrit au Costa Rica. Donc, en gros, je ne sais pas si améliorer est le mot juste, ils ont modifié la déclaration de neutralité, mais ils l'ont intégrée à la Constitution. Donc, au moment où le Congrès a adopté la loi sur la neutralité, ce n'était plus vraiment nécessaire puisque ça faisait déjà partie de la Constitution. Quand le Congrès a-t-il adopté cette loi? C'était pas il y a longtemps. Laissez-moi vérifier rapidement. En 2014, ils ont adopté la loi reconnaissant le droit à la paix. Et comme nous en avons parlé précédemment, au Costa Rica, nous considérons la neutralité comme faisant partie d'une politique étrangère plus large, qui est la politique de la paix. C'est pourquoi elle est incluse dans la loi sur le droit à la paix. C'est très intéressant. Donc c'est la Cour suprême qui a élevé la politique étrangère au rang de force constitutionnelle. Et plus tard, le Congrès a également adopté une loi à ce sujet. C'est donc aussi inscrit dans le code juridique. Mais en un sens, la Constitution, bien sûr, est à un niveau supérieur. Mais cela signifie simplement que c'est ancré de façon très très solide. Et pour vous, en 2004, cela signifiait que vous pouviez forcer. Je veux dire, une fois que cette décision a été rendue, alors le président a été obligé de retirer cette déclaration de soutien. Ou qu'est-il arrivé exactement après que le verdict a été rendu? Oui, c'est exactement comme vous l'avez dit. C'était très simple. Et puis c'est sorti dans les médias. Je veux dire, c'était partout dans les médias, même aux États-Unis. C'était important. C'était dans les grands médias.
Le ministère costaricien des Affaires étrangères a envoyé une note à Colin Powell, le secrétaire d'État de l'époque, disant que, eh bien, nous avons cette décision, donc nous devons nous retirer. Et le lendemain, j'ai reçu un fax chez moi de la part de Colin Powell, disant que le Costa Rica était désormais retiré de la liste de la coalition des volontaires. Je veux dire, je regrette vraiment de ne jamais avoir fait de photocopie, parce que les fax, comme vous le savez, s'effacent avec le temps. Mais c'était un peu surréaliste pour moi, à 24 ans, de recevoir un fax de Colin Powell chez moi, disant « Vous n'êtes plus dans la coalition des volontaires ». Donc, comme vous étiez le plaignant, c'est vous qui avez intenté l'action. Donc Powell a en fait ensuite informé le plaignant. C'est intéressant qu'ils aient fait cela. Oui, enfin, bien sûr qu'ils ont informé le ministère des Affaires étrangères, le tribunal et tout ça, mais il n'y avait aucune raison de m'envoyer ce fax. C'est juste une anecdote très drôle que j'ai reçu celui-là. Félicitations. Oui, mais c'était vraiment facile. Je veux dire, il a fallu peut-être 3 jours après la publication de la décision pour que le Costa Rica soit retiré de la liste de la coalition des volontaires. Mais vous savez, cela montre aussi vraiment la force que la loi peut avoir et comment elle peut s'amplifier si elle est appliquée correctement. Donc c'était une grande réussite. Et vous avez retiré votre propre pays de cette liste. Je pense que cela compte. Oui, je veux dire, surtout si l'on prend en compte le bilan des Américains en matière de respect des obligations internationales. Ils n'ont pas vraiment un très bon bilan. Et ils auraient pu s'en moquer. Mais le fait qu'ils aient agi montre quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Le Costa Rica n'est pas un pays grand ou puissant. Nous avons toujours défendu notre position devant la communauté internationale et même face aux Américains. Les circonstances dans lesquelles la déclaration de neutralité a été émise étaient celles où le Costa Rica tenait tête aux Américains. Pouvez-vous expliquer cela un peu plus? Je veux dire, cela nous ramène à 1983. Mais en quel sens la neutralité du Costa Rica signifiait-elle que vous teniez bon? Oui, je pense que c'est très important, car la manière dont le Costa Rica a utilisé la neutralité comme un mécanisme juridique pour être contraint de rester à l'écart des conflits, je pense que c'était une idée brillante. Pourtant, dans les années 80, la guerre froide était très intense dans différentes parties du monde, y compris en Amérique centrale, en particulier au Nicaragua. À la fin des années 70, un groupe soutenu par les communistes, les sandinistes, a lancé une révolution et a pris le contrôle du pays. Et vous savez, étant si proche du canal de Panama et de Cuba, les Américains n'étaient pas ravis d'avoir un bastion du bloc communiste en Amérique centrale. Ils ont donc créé les Contras, un groupe paramilitaire destiné à renverser le gouvernement sandiniste au Nicaragua. Le Nicaragua est bordé au nord par le Honduras et le Salvador, et au sud par le Costa Rica. Ainsi, au Honduras et au Salvador, la CIA installait des camps, formait les Contras et leur apportait tout le soutien nécessaire. Ils envahissaient donc le Nicaragua par le nord. Mais ils voulaient aussi envahir par le sud, prendre le contrôle du fleuve San Juan, qui va jusqu'au lac Nicaragua. En gros, ils traversent la majeure partie du Nicaragua. Ainsi, ils pouvaient prendre les sandinistes en tenaille par le nord et le sud. Et nous ne voulions pas vraiment participer à cela. Alors le président costaricien de l'époque, le président Luis Alberto Monge, a entamé une tournée pour chercher du soutien au cas
où le Costa Rica déciderait de se déclarer neutre, craignant des sanctions ou autre chose de la part des Américains. L'histoire raconte que pour une raison quelconque, le président Monge ressemblait beaucoup à la reine Élisabeth. Le président Monge n'est même pas allé à l'université. C'était un paysan. Il venait d'une famille d'agriculteurs. À l'époque, le Costa Rica était une société très rurale. C'était un tout petit pays, très pauvre. Je ne sais pas exactement ce que c'était, mais c'est grâce au soutien de la reine Élisabeth que le président Monge a trouvé la volonté et la force nécessaires pour déclarer la neutralité du Costa Rica, puis aller voir Reagan et lui dire « Écoutez, président Reagan, je suis désolé, mais maintenant je ne peux plus le faire car je suis obligé, en vertu du droit international, de ne pas vous laisser installer un camp ici. » Et c'est ainsi que cela s'est passé. Juste une seconde, juste pour bien comprendre le processus. Monge savait qu'il y avait un risque que les Américains exercent encore plus de pression et établissent des bases, je veux dire la CIA ou peu importe, au Costa Rica. Il n'était pas content de la situation et s'est dit « Que puis-je faire ?» Alors il a proposé « Que diriez-vous d'une déclaration unilatérale de neutralité, mon document de 7 pages ?» Il l'a publié et une fois que c'était fait, il a dit « Désolé, je ne peux plus rien faire. Le document est maintenant public, donc vous ne pouvez pas avoir vos bases. » C'est comme ça que ça s'est passé, non? C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Cet homme est une personne brillante, un type brillant. C'est brillant. Je veux dire, il a mis le pays dans une position où il ne pouvait pas légalement le faire. Bien. Et puis il est allé voir Reagan et lui a dit « Désolé mec, je ne peux pas le faire. » Et les Américains ont respecté cette décision. Donc je veux dire, quand la guerre en Irak a eu lieu, ce n'était pas la première fois que le Costa Rica tenait tête aux Américains en disant « Non, nous sommes un pays indépendant. » La neutralité fait partie, un élément clé de notre manière de comprendre le gouvernement, l'État et la politique internationale depuis le 19e siècle. Je veux dire, la neutralité a été une politique étrangère du Costa Rica. Il existe des archives remontant à 1863. Le président Jesús Jiménez, dans un discours devant le Congrès, a déclaré que cette politique de neutralité était un élément central de la politique étrangère du Costa Rica, probablement en lien avec la guerre de sécession aux États-Unis. Cela pourrait être le cas, c'était en 1863. Mais on peut déduire de son discours que la neutralité était déjà une politique avant cela. Je veux dire, nous n'avons pas tous les documents, mais nous avons la trace de sa déclaration en 1863, selon laquelle le Costa Rica était déjà neutre depuis un certain temps. Donc cela signifie qu'en 1983, votre président a publié ce document de 7 pages, affirmant que non, il ne s'agissait pas d'une nouvelle politique. C'était simplement, désormais, un document officiel rassemblant toutes les traditions que nous suivions déjà. Est-ce bien cela? Est-ce le cas? En fait, il rappelle ses discours dans ce document de 7 pages, et il ne le formule pas ainsi. Mais ce qu'il dit, c'est que la déclaration de neutralité du Costa Rica n'était qu'une expression de l'autodétermination. Et la CIJ a clairement indiqué que l'un des attributs de l'autodétermination, partagé avec la souveraineté, est la capacité d'établir sa propre politique étrangère. Et la CIJ l'a affirmé en se référant aux 2 institutions juridiques. Elle dit que l'un des attributs de la souveraineté est que les États peuvent librement établir leur propre politique étrangère, tant que cela ne viole pas le droit international général. Et il en va de même pour l'autodétermination.
Ainsi, la déclaration de neutralité du Costa Rica n'est pas seulement l'exercice des attributs de la souveraineté, c'est aussi l'exercice de l'autodétermination, qui n'est en réalité rien d'autre que l'expression de ce que nous avons toujours été, c'est-à-dire neutre. Cela a donc fonctionné en 1983 pour empêcher les États-Unis d'installer des bases et de s'implanter au Costa Rica. Cela a de nouveau fonctionné en 2004 pour retirer le Costa Rica de la coalition des volontaires. Et comment cette politique est-elle perçue aujourd'hui par le grand public? Je veux dire, la politique de paix du Costa Rica, y compris la neutralité, est tellement ancrée dans notre culture et notre idiosyncrasie que nous n'en parlons même pas. C'est comme l'armée, nous n'en parlons même pas. Ce n'est tout simplement pas un sujet pour nous. Maintenant, au niveau gouvernemental, pendant l'administration Solis, il y a eu, je ne suis pas sûr si c'était une situation avec le Nicaragua ou le Venezuela, et le ministère des Affaires étrangères a subi des pressions pour publier une déclaration condamnant la situation, mais il a refusé de le faire en se basant sur la décision dans l'affaire de l'Irak. Il y a eu des pressions contre le Venezuela, n'est-ce pas? On a demandé au Costa Rica de prendre position contre le Venezuela. Oui, je pense que c'était dans le contexte du groupe de Lima, parce que cela s'est produit pendant l'administration Solis. Et le ministère a publié un tweet disant « Nous devons nous rappeler ce qui s'est passé en 2004, lorsque le Costa Rica a soutenu la coalition des volontaires. Donc le ministère s'abstiendra de faire toute déclaration à ce sujet. » Donc au niveau gouvernemental, l'affaire a effectivement laissé une trace dont on se souvient encore. Et le gouvernement reste très prudent pour ne pas franchir à nouveau cette limite. Pour une raison très simple. Étant donné le pays que nous sommes, nous n'avons pas vraiment grand-chose à offrir au monde. Il n'y a pas beaucoup de choses qui nous valent le respect de la communauté internationale, mais notre politique de paix en fait partie. C'est fascinant. Et vous savez, en Europe, il reste quelques pays neutres. L'Irlande, la Suisse, qui ne fait pas partie de l'Union, mais aussi l'Autriche et, j'en oublie un, désolé, j'en oublie un. Lequel est-ce que j'oublie? Malte. Malte, oui, bien sûr. Oui. Et ils se sont tous ralliés à l'Union européenne et aux sanctions américaines. Les mesures non coercitives, les mesures coercitives non militaires sont des sanctions. Est-ce que ce serait envisageable que le Costa Rica impose des sanctions à l'un ou l'autre des belligérants dans une guerre? Sommes-nous en train d'éviter le débat sur l'illégalité des sanctions unilatérales? Totalement illégal, oui. Mais c'est impensable pour le Costa Rica, non? Pas seulement à cause de la politique de neutralité. Le fait est que, sur la base de la décision irakienne, le Costa Rica ne pouvait pas soutenir des sanctions unilatérales pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elles sont illégales, et toute action en dehors de la charte ne peut être soutenue par le Costa Rica en raison des termes de la décision. Voilà. Donc, nous ne pourrions pas soutenir légalement des sanctions unilatérales, car cela constituerait une violation de la charte. D'un autre côté, je pense que la déclaration de neutralité du Costa Rica ne se limite pas uniquement à l'action militaire, n'est-ce pas? Donc, le fait que le Costa Rica affirme la neutralité du Costa Rica stipule qu'il ne doit pas être impliqué, même apparemment, donc c'est juste, je veux dire, ils ont été aussi stricts que possible. Et c'est très important, car je pense que les neutres qui appliquent des sanctions unilatérales font preuve d'une grande irresponsabilité envers l'Institut de la neutralité.
Ils font quelque chose qui pourrait nuire à l'Institut à un moment de l'histoire, où je pense que ce que nous devrions faire, c'est renforcer, ou en fait établir, un cadre clair, puis renforcer l'Institut de la neutralité comme moyen de désamorcer cette résurgence de la guerre froide. Je veux dire, agrandir les blocs ne rend pas le monde plus sûr, au contraire. Donc je crois fermement que l'application de sanctions unilatérales est une façon de soutenir un adversaire. Pour moi, il n'est pas nécessaire d'attendre que la question se manifeste sous forme d'usage de la force ou de belligérance. C'est l'élément hostile qui est problématique. Je veux dire, il n'est pas nécessaire de faire la guerre. On peut être hostile de bien d'autres manières. Ensuite, c'est à l'autre État de décider s'il se considère ou non comme attaqué. Il existe aujourd'hui de nombreuses façons d'attaquer un pays. La cyberguerre, par exemple. Il n'est pas nécessaire de tirer une balle pour être considéré comme belliqueux ou hostile. J'applaudis vivement ce que vous dites ici, et je le vois exactement de la même manière. Le problème que rencontrent les Européens en ce moment, c'est qu'ils soutiennent. Mais Roberto, ne pas imposer de sanctions à la Russie revient à cautionner une invasion illégale d'un autre pays. Donc, vous récompensez l'agresseur qui viole le droit international. Comment cela peut-il être un acte neutre? Je pense que ce serait un argument très lâche et infondé. Parce que soyons honnêtes, si nous avions un Conseil de sécurité fonctionnel, cela aurait peut-être déjà cessé. Donc ce que vous ne pouvez pas faire, c'est essayer de trouver des moyens de contourner une loi qui ne fonctionne pas, parce que vous ne voulez pas qu'elle fonctionne. Et vous faites référence au fait que le Conseil de sécurité a le pouvoir légal d'imposer des sanctions et de prendre des mesures militaires, n'est-ce pas? Et les membres permanents, c'est-à-dire nous avons 3 des 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui sont membres de l'OTAN. Et l'Europe agit normalement comme un bloc. Donc en gros, nous avons les Américains, les Britanniques, puis l'Europe qui disposent d'un droit de veto. Donc oui, je veux dire, il y a ensuite cette question qui ne cesse de me trotter dans la tête. L'OTAN essaie-t-elle de supplanter ou d'absorber les fonctions qui ont été créées pour le Conseil de sécurité? Ils préfèrent semer le chaos qu'ils provoquent en Europe plutôt que de réformer le Conseil de sécurité ou la Charte. Et c'est bien là le problème, le 2 poids 2 mesures et l'hypocrisie de l'Europe. Cela fait partie de ce problème. Je veux dire, on se souvient de l'invasion du Kosovo, n'est-ce pas? La Serbie. Ils n'étaient pas membres de l'OTAN. L'OTAN n'avait aucune raison d'être là et ils ont simplement pris en charge des fonctions qui auraient dû revenir au Conseil de sécurité. Et c'était illégal, hautement illégal, et il ne s'est rien passé, même pas des excuses. Rien ne s'est passé. Donc ce que je veux dire, c'est que le problème ici, c'est que nous ne regardons pas les causes profondes, non pas du conflit, mais les raisons pour lesquelles les conflits ne sont pas résolus, et les raisons pour lesquelles le Conseil de sécurité n'est pas en mesure d'assurer ses fonctions. Jamais, au grand jamais, ils n'aborderont le fait que la Charte doit être modifiée, que le droit de veto était une faille fondamentale qui brisait le principe d'égalité des nations dont la Charte parle si souvent. Et c'est une faille historique que les Européens et les puissants ne sont pas prêts à corriger. C'est tout simplement de l'arrogance à son comble. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est d'une arrogance totale. J'aimerais savoir quel est votre avis sur l'article 51, puisque nous parlons de modifier la Charte. L'article 51 est la clause de légitime défense et de défense collective, vous savez, qui permet aux pays de se défendre eux-mêmes et de le faire en coalition avec d'autres, ce qui, à mon sens, est
est la pierre angulaire de toutes les guerres modernes que nous avons connues. Même la Russie, actuellement, affirme, vous savez, que leur argument juridique est qu'ils reconnaissent le Donbass et Lugansk comme des États souverains. Et maintenant, ils demandent le soutien de la Russie, et ils se défendent collectivement contre l'Ukraine. Et il faut aussi noter que la clause de légitime défense a été utilisée tant de fois pour justifier les agressions des États-Unis contre d'autres États. Oh, nous aidons simplement à défendre l'autre collectivement. Est-ce que vous changeriez aussi celle-là? Would you change that one as well? Not necessarily. I think that Pas nécessairement. Je pense que le problème vient de l'interprétation qui a été donnée à l'article, car je pense qu'en aucun cas, il n'y a quoi que ce soit dans les discussions ou dans l'article qui indique que ces mécanismes régionaux élimineraient le rôle du Conseil de sécurité. En fait, tous ces mécanismes, ou même les pays se défendant eux-mêmes, pardonnez la redondance, devaient communiquer avec le Conseil de sécurité, qui prendrait alors des mesures. C'était donc une étape intermédiaire, plutôt un mécanisme de précaution, avant que le Conseil de sécurité ne puisse prendre une décision. En aucun cas, l'article ne peut être interprété de cette manière, puisque l'article stipule clairement qu'au final, toutes ces actions doivent recevoir l'approbation finale du Conseil de sécurité. Et ici, tant le traité de l'OTAN que le traité interaméricain d'assistance réciproque présentent une faille fondamentale. Il s'agit d'une clause que je considère comme absolument contraire au droit international, à savoir la clause qui dit qu'en cas d'attaque contre un État, les autres États se considèrent eux-mêmes attaqués. Et en tant que tel, il c'est donc très étrange, car cela contourne l'article 51. Si vous êtes attaqué, je veux dire, si nous sommes tous attaqués, ce n'est pas vraiment de la légitime défense collective. Il s'agit d'un collectif d'États exerçant leur droit à la légitime défense de manière autonome parce qu'ils sont tous attaqués. Ainsi, le concept de légitime défense collective consiste en un groupe d'États soutenant un État qui est attaqué. Mais ce que dit la clause de l'OTAN, c'est non. Nous sommes tous attaqués, même lorsque matériellement, nous ne le sommes pas. Et la CIJ a affirmé que l'agression est une situation matérielle. Ce n'est donc pas simplement « Oh, je décide que je suis attaqué, donc je peux exercer la légitime défense ». En fait, l'OTAN crée cette fiction d'une invasion qui n'existe pas pour légitimer l'exercice de la légitime défense par les États. Si on le voit ainsi, c'est un groupe d'États exerçant la légitime défense. Ce n'est pas de la légitime défense collective au sens de la charte. Et la raison de procéder ainsi, c'est que cela permet de contourner l'article 51, puisque vous n'avez pas besoin d'autorisation pour exercer la légitime défense individuelle. Vous avez besoin d'une autorisation si vous voulez exercer la légitime défense collective. Donc en déclarant que tout le monde est victime d'une invasion, je peux prétendre que j'exerce individuellement la légitime défense et que nous exerçons tous individuellement la légitime défense. Ainsi, nous n'avons pas à passer par l'article 51. À mon avis, c'est un détournement de la loi. Oui. Le principal problème, c'est que les pays ne cherchent pas des failles. Ils trouvent des justifications juridiques pour imposer les faits comme ils l'entendent. Je veux dire, l'OTAN vient justement d'imposer un fait. Et puisqu'il n'existe aucun tribunal qui puisse juger, je veux dire, il y aurait bien un tribunal qui pourrait les juger, mais cela ne limiterait toujours pas le pouvoir de l'OTAN d'agir ainsi. Mais surtout, vu depuis le Costa Rica, c'est une situation très insatisfaisante, n'est-ce pas? Et ce qui est remarquable dans le cas du Costa Rica, c'est qu'il montre que des pays individuels, par des déclarations unilatérales, peuvent en réalité s'extraire dans une certaine mesure de cette logique. Donc, d'une certaine manière,
Si l'on regarde le mouvement des BRICS et le mouvement des pays d'Asie et d'Afrique, qui cherchent eux aussi des politiques, leur permettant de s'extraire de ces jeux politiques, alors le Costa Rica est un exemple dont il faut s'inspirer. C'est vrai, car il est également vrai que la décision du Costa Rica a eu un impact sur la région. Le Panama a aboli son armée en 1990, en partie parce qu'il n'y avait absolument aucune menace venant de son pays voisin. De plus, à cause de la jungle du Darién, il est impossible d'envahir depuis la Colombie, du moins par voie terrestre. Le Costa Rica a joué un rôle clé dans le processus de paix en Amérique centrale, car c'était le seul pays capable de servir de médiateur. Il faisait partie de la région, n'était en conflit avec personne, et a pu réunir les parties et mettre fin au conflit centra-américain en 1986 ou 1987, avec le traité d'Esquipulas et le traité d'Esquipulas II. Par ailleurs, si l'on regarde le Costa Rica dans les organisations internationales, il se voit généralement accorder la préférence ou la présidence de la table lorsqu'il s'agit de questions de paix ou de démilitarisation. Cela va au-delà de cela. Je tiens à exprimer mon désaccord avec quelque chose que j'ai lu récemment. Vous m'avez envoyé des articles très intéressants, mais il y en a un qui présente la neutralité comme un acte égoïste, et je dois absolument m'y opposer. C'est dans l'effort de fournir un environnement amical et pacifique aux parties en conflit que la neutralité doit être comprise. C'est un effort pour rester indépendant, au-delà et avant toute pression ou circonstance, afin que les choses ne s'enveniment pas. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'égoïste dans la neutralité. Au contraire. Vous savez, l'une des choses intéressantes que la Cour suprême a dites dans l'arrêt sur l'Irak, que le gouvernement n'a d'ailleurs pas vraiment suivi, c'est qu'en raison de la politique de paix du Costa Rica, et encore une fois, la neutralité n'en est qu'une partie. La neutralité costaricienne a été adoptée de manière idéologiquement stricte, ce qui signifie que le Costa Rica a l'obligation de poursuivre la paix de façon constante. Ainsi, la neutralité costaricienne n'empêche pas le pays de toute forme d'implication dans les conflits des autres. Elle permet au pays d'intervenir pour trouver une solution pacifique. La seule façon pour le Costa Rica de s'impliquer dans un conflit extérieur est d'essayer de rassembler les parties et d'apporter une solution pacifique au conflit, ce qui constitue un élément unique de la neutralité costaricienne. Je ne connais aucun autre pays qui ait cette obligation. Et la Cour suprême prend cela en compte et le met en avant en disant au gouvernement « Vous ne devriez pas rejoindre cette coalition de volontaires. Vous devriez vous engager activement dans la politique internationale pour aider à instaurer la paix. » Et le gouvernement ne l'a pas vraiment fait. Mais d'un point de vue juridique, c'est là la Cour l'a rappelé. Donc, pour revenir au point de départ, si l'on considère la neutralité dans ce sens, je ne m'impliquerai pas, je n'escaladerai pas, je ne rendrai pas la situation plus grave qu'elle ne l'est, et j'offrirai un espace et un lieu pour rassembler les parties et mettre fin au conflit comme moyen d'atteindre la paix, l'un des objectifs établis dans la Charte. Je ne peux donc pas être d'accord avec l'idée que la neutralité soit une politique étrangère égoïste. Je dois exprimer un profond désaccord avec ce point de vue. Le Costa Rica a fait preuve d'un grand courage en déclarant sa neutralité dans les circonstances où il l'a fait. Et le pays a également fait preuve de beaucoup de courage en maintenant sa neutralité dans les circonstances de 2004. Donc oui, je pense que c'est une politique pour le monde. Parce que la neutralité, vous savez, quelqu'un l'a très bien formulé, c'est Urho Kekkonen, l'ancien Premier ministre finlandais.
Il a dit un jour que la neutralité n'est pas la plus facile des politiques, car elle exige d'ajuster constamment sa politique étrangère et de trouver sans cesse de nouveaux moyens d'être indépendant et de tenir bon. Parce que vous devez défendre votre propre point de vue face à tout le monde, n'est-ce pas? Parce que les deux camps vont vous mettre la pression. Et c'est là un grand malentendu. Je suis très heureux de savoir que le Costa Rica travaille activement à dissiper ce malentendu et tient bon, contrairement à la Finlande et à la Suède d'aujourd'hui, qui n'ont pas tenu bon. Elles ont cédé. Et maintenant, elles comptent respectivement 15 et 17 bases militaires américaines. Elles se sont rendues vulnérables. S'il y a un jour une guerre entre l'OTAN et la Russie, elles seront les premiers États en première ligne. Et c'est la triste réalité. Je pense que la Finlande et d'autres États de la région ont commis une erreur énorme, vraiment énorme, en rejoignant l'OTAN et en abandonnant leur neutralité. Ils ont vraiment jeté de l'huile sur le feu. Vous voyez, ils ont fait exactement ce dont les Russes se plaignent depuis 20 ans, à savoir qu'on se rapproche toujours plus d'eux. Si vous consultez les documents sur les relations entre la Suède et la Finlande au cours des 20 dernières années, elles n'étaient pas mauvaises. Et il n'y avait aucun signe que les Russes envisageaient des incursions en Finlande. Je veux dire, rien ne laissait penser aux Finlandais que les Russes représentaient une menace pour eux. Mais ils ont été soumis à toute cette propagande et à l'exacerbation de l'invasion ukrainienne, qui est illégale. Je ne vais pas discuter de la légalité ou non de cette invasion. Mais le fait qu'elle soit illégale ne signifie pas qu'il n'y ait pas des questions délicates dont nous devrions parler à propos de cette invasion. Par exemple, je veux dire, Poutine avait prévenu tout le monde à Munich en 2007, si je ne me trompe pas, dans ce discours très célèbre. Et il est vrai que l'OTAN avait promis de ne pas s'étendre d'un pouce vers l'Est. Et ils l'ont fait. Cela nous amène à une discussion très importante que j'en suis sûr, beaucoup de pays ne veulent pas avoir, à savoir, à partir de quel moment ma sécurité devient-elle une menace ou une préoccupation pour vous? Je ne sais pas si c'est trop dur de ma part d'utiliser ce terme, mais la situation aux États-Unis en est un exemple. The situation in the United States is an example. Yeah, you have the right to bear guns for Oui, security. vous avez le droit de porter des armes pour votre sécurité, afin de vous sentir plus en sécurité. Je ne pense pas que qui que ce soit se sente plus en sécurité maintenant qu'il y a des fusillades partout, tout le temps dans les écoles, chaque semaine. Je crois que l'année dernière, statistiquement, il y a eu plus d'une fusillade scolaire par jour aux États-Unis. Sommes-nous tous plus en sécurité si vous vous sentez plus en sécurité? À partir de quel moment le mécanisme de sécurité collective devient-il un mécanisme de menace collective, une insécurité collective? Exactement. Et je pense que c'est une discussion que du moins l'OTAN n'est pas prête à avoir, mais nous devrions l'avoir. C'est le seul bloc de sécurité collective qui s'étend, si on y réfléchit. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, Robert. Et vous savez, cela me remplit de bonheur que vous, au Costa Rica, puissiez voir cela avec autant de lucidité réaliste, alors que les Européens, et les Américains aussi, sont pris dans une étrange forme d'illusion collective, incapables de percevoir ce que leurs actions unilatérales font à l'environnement sécuritaire global, à l'architecture de sécurité du continent eurasiatique. Mais c'est bien que vous le voyez avec autant de clarté. Je veux dire, c'est difficile. J'ai beaucoup apprécié mon master, probablement parce que je ne suis pas jeune et que j'ai de l'expérience. On aborde donc le cours avec une meilleure compréhension des dynamiques de pouvoir et de la politique internationale. On est plus expérimenté et plus âgé. Mais cela a été brutal pour moi
de réaliser à quel point le colonialisme et l'eurocentrisme restent présents dans chaque aspect de nos vies. Still remains in every element of our lives. And I think that we have to accept the fact Et je pense que nous devons accepter le fait que le système eurocentrique a fonctionné à bien des égards, mais pas en matière de sécurité, pas en termes de paix et de sécurité. Au contraire, je veux dire, nous ne pouvons pas continuer à voir le monde comme les Européens le voient, parce que la guerre est tellement ancrée dans l'esprit des Européens qu'ils ne peuvent pas imaginer le monde sans guerre. Et si vous ne pouvez pas imaginer le monde sans guerre, vous ne pouvez pas le construire. C'est pourquoi je critique autant le fait que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ne connaissent rien à la paix. Je veux dire, comment allez-vous instaurer la paix si vous n'y connaissez rien? Vous ne connaissez que la guerre et le colonialisme. Et êtes-vous vraiment responsable de la sécurité du monde? Non, c'est complètement défaillant. Je veux dire, le Costa Rica devrait être un membre permanent du Conseil de sécurité. I mean, Costa Rica should be a permanent member of the Security Council. We know nothing about war. Nous ne savons rien de la guerre. Je veux dire, nous ne connaissons que la seule chose qu'il faut savoir sur la guerre, à savoir qu'elle ne devrait pas avoir lieu. Et si elle a lieu, elle doit cesser le plus vite possible. Et c'est la seule chose qu'il faut savoir sur la guerre. Et cela, nous le savons très bien. Nous devrions être au Conseil de sécurité, vous savez, en tant que membre permanent. Donc, je veux dire, c'est juste que, vous savez, beaucoup, et vous le savez très bien, beaucoup des discussions et des débats sur le droit international restent très eurocentriques. Et vous savez, même le fait que la documentation soit principalement en anglais pose problème. Vous savez, la langue reste, c'est un problème. Ou en français. Et donc, pour moi, il a été très intéressant de me confronter au colonialisme dans le droit. On peut le voir dans la loi. On y retrouve des traces de ce colonialisme, de cette mentalité belliqueuse. Et je pense que cela ferait beaucoup de bien aux pays européens d'entendre d'autres points de vue, en particulier de la part de personnes ayant une expérience différente de la paix et de la guerre. Une expérience différente. Car le Costa Rica n'a jamais considéré sa neutralité comme un outil politique. Vous savez, comme une pièce sur un échiquier, exactement comme la Suisse, où elle a été reconnue parce qu'elle figurait dans un traité, parce que cela servait tous ces empires d'avoir un État central au cœur de l'Europe. Non, ici c'était notre propre décision. Et ce n'est pas parce que nous pensons que c'est dans l'intérêt de tous que nous ne participons à aucun autre conflit. Donc oui, c'est quelque chose qui doit changer. Je veux dire, nous ne pouvons vraiment pas continuer avec un fardeau aussi lourd que celui que l'interprétation eurocentrique du droit international impose. Nous avons besoin de nouvelles idées. Je suis absolument d'accord avec toi, Roberto. Et si un jour le vote a lieu, Costa Rica, pour un siège permanent au Conseil de sécurité, tu auras ma voix. Et je voudrais te voir t'y asseoir, parce que tu comprends parfaitement comment désamorcer ce projet colonial européen vieux de 500 ans, avec tout le baratin qui l'accompagne, la guerre, la mort et la destruction. Roberto, je demande toujours à mes invités, à la toute fin, y a-t-il un endroit où tu publies régulièrement des choses, où les gens peuvent trouver tes écrits? Pas vraiment. Ce n'est que très récemment que j'ai décidé de me consacrer davantage à l'aspect académique, principalement parce que je ressens le besoin d'apporter cette autre perspective ou de la promouvoir d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai pas vraiment beaucoup publié, je suis en train de le faire. Je crois que vous avez eu la gentillesse de mettre mon mémoire sur votre site web, ce que j'apprécie beaucoup. Mais pour l'instant, peut-être trouverez-vous quelques obstacles sur Google. Je veux dire, c'est pas nécessaire.
Je demande juste pour que les gens soient informés. Et à tous, je mettrai un lien vers le mémoire de master de Roberto sur la neutralité du Costa Rica et le précédent des actions unilatérales dans la description de cette vidéo. Roberto Zamora, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Thank you very much for your time today. My pleasure. It was a great opportunity to Avec bring plaisir. out, C'était une excellente occasion de mettre en avant ces questions à travers l'expérience costaricienne, qui, à mon avis, a été sous-estimée. Et vraiment, je ne sais pas si c'est une question de nationalisme ou non, mais je pense sincèrement qu'il vaudrait la peine d'étudier un peu plus l'expérience du Costa Rica et de la comprendre non pas comme un acte égoïste, mais comme un outil de désescalade, de pacification, et vous savez, de relations plus amicales sur la scène internationale. Donc Pascal, merci. Merci beaucoup. international concert. So Pascal, thank you very much. Merci Roberto.